Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, comme à chaque fois, pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, SmackDown qui sera sur FS1 la semaine prochaine, mais aujourd'hui nous étions toujours dans la Fox. Et la Fox nous a proposé quand même un programme assez intéressant, puisqu'il y avait en main event le titre de féminin de la WWE, qui était devenu justement le titre de champion du monde féminin de la WWE, où Bianca Belair et Asuka s'affrontaient, le WWE Women's Championship, voilà. Ensuite, on avait donc, on avait aussi les Brawling Brutes qui étaient aux côtés des Pretty Deadly. On a eu aussi Zelina Vega qui faisait face à Bayley. Évidemment, il y a eu une vidéo notamment avec Chotzi, qu'on reviendra là-dessus pour ainsi dire. Jey Uso qui est venu justement pour parler de ce qui s'est passé la semaine dernière à SmackDown. Le premier Fatal 4-Way qui désignera finalement le numéro 1 qui affrontera la semaine prochaine les 4 autres adversaires. Il y aura une petite finale dans 2 semaines et ça va faire le match pour le titre des États-Unis qui fera face à Austin Theory. Le retour de Bobby Lashley assez rapide, justement, on y reviendra. Et pour terminer donc avec Asuka et Bianca Belair. Mais avant toute chose, on va parler tout de suite du premier segment de la soirée. C'était donc le segment entre Bianca Belair et Asuka. Alors qu'est-ce qui a été dit? Voilà, Bianca Belair qui a donc fait son entrée, qui a donc expliqué tout simplement que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Il fallait qu'il y ait un match, tout simplement un match entre Asuka et Bianca Belair. C'est ce qui s'est passé. Charlotte est apparue à ce moment-là. Charlotte a dit que, bien sûr, elle pensait réellement que Bianca allait gagner, qu'elle veut être très claire. C'est elle la nouvelle challengeuse. Charlotte, j'en parle. Et donc d'abord, elle va se concentrer sur Asuka. Mais finalement, il y aura Charlotte par la suite. D'ailleurs, Bianca lui dit un petit peu, oui bon, je vais me concentrer sur Asuka, mais c'est vrai qu'une Bianca Belair contre Charlotte Flair, c'est pas mal. Et finalement, on se retrouve donc avec ce qui s'est passé un petit peu, c'est-à-dire que la WWE suit une logique, on va y revenir là-dessus, avec une championne que les deux ne considèrent pas crédible. C'est-à-dire que eux, dans leur tête, Bianca Belair contre Charlotte Flair, c'est beaucoup mieux que Bianca Belair contre Asuka ou Asuka contre Charlotte Flair. Donc c'est pour ça qu'ils te font des petits matchs simples. Après, au niveau du segment en lui-même, il est dans la continuité de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une Asuka qui est toujours considérée comme une espèce de demi-mesure par rapport à tout ça. J'ai un petit bémol par rapport à ça, c'est-à-dire que certes, alors ça aurait été un petit genou à la Austin Theory qui vient juste d'être champion, je me serais dit ouais. Ça aurait été un Grayson Waller, j'aurais fait ouais. Sauf que là, on parle de Asuka. Asuka, c'est une lutteuse qui a remporté moult et moult titres à la WWE. Je rappelle quand même son palmarès. Elle a quand même remporté le titre de NXT et a été longtemps celle qui détenait le plus long règne à NXT avant qu'une certaine Shayna Baszler et après Mandy Rose passe par la suite. Ensuite, il y a eu par la suite le titre féminin de la WWE, que ce soit de Raw. Elle l'a eu également, je crois, à SmackDown, mais je suis pas sûr. Les titres par équipe. C'est pas quelqu'un qui est random man, enfin random girl. Et l'entendre dire Bianca Belair, Charlotte Flair, c'est plus vendeur, c'est une idée de décrédibiliser l'adversaire, enfin de décrédibiliser la championne. Mais moi, après le problème, c'est que comme Asuka, elle est dans une gimmick, encore une fois, ils veulent en faire une autre gimmick un peu plus. Ils ont mis une espèce de gimmick un peu différente à un moment donné, sauf qu'on a toujours la Asuka un peu faux folle, la Asuka avec le Blue Mist, la Asuka qui finalement est heal, mais qui n'apporte rien de plus. Moi, j'aurais préféré. Le problème, il est là. Alors, je sais que Asuka parle pas très bien anglais, ce qui pose problème au niveau de certains segments. Sauf que là, en voyant ce qui s'est passé dans ce segment, celle qui aurait dû être là à ce moment-là, ça devait être Asuka. Asuka aurait dû faire valoir ses droits en lui disant voilà, toi, je t'ai battu. Alors, je sais pas, Charlotte, je crois pas qu'elle l'a battu. Il faudrait quand même que je vérifie. Mais dire voilà, la vérité, c'est que je vous ai battu toutes les deux et vous l'acceptez pas. Mais en faisant ce qu'ils font, je suis perplexe au niveau de ce segment. Ce segment avait l'impression de se dire on va se faire affronter toutes les deux, la japonaise, on s'en bat les steaks. Ouais, un peu limite. Bon, après,
Si ça avait été si ça avait été Io Sky ou peut-être, allez, on va dire une lutteuse un peu plus rookie, Justine Roxanne Perez ou Chotzi ou je ne sais qui, je me serais dit ouais, parce qu'elle n'a pas fait grand chose. Mais là, on parle d'Azuka quand même. Donc après cela, on a eu donc les Brawling Brutes qui donc faisaient face à donc aux Pretty Deadly. Donc avec la victoire des Pretty Deadly, alors suite à la, donc vous avez vu l'image, hein, donc vous avez Elton Prince qui retire la protection, Rich Roland veut y aller, il l'envoie dans le ring, dans le coin, leg drop, fini. Match sympa, moi j'ai bien aimé, franchement, c'était un match sympathique. J'aime beaucoup les Pretty Deadly. J'allais dire, voilà, j'aime beaucoup cette équipe, je la trouve assez sympathique, je la trouve très, très fleurie, d'ailleurs une équipe de tranchue de NXT UK quand même, hein, faut quand même pas l'oublier. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne l'aiment pas trop parce que ça fait un peu Barbie. Non, moi je trouve qu'il faut des luttes, il faut des équipes comme ça. Faut pas oublier que la WWE, c'est pas juste des équipes comme. Non, c'est aussi ce genre d'équipe. Et ce genre d'équipe, bah, elles ont une certaine importance. Et ça, c'est très important. En tout cas, le match était sympathique au demeurant. Ensuite, on a eu donc. On va parler. Alors, le match en lui-même entre Zelina Vega et. Je crois que c'est Bailey, je crois. On va y revenir d'ailleurs sur. Ouais, c'est Bailey, je crois. Ouais, c'est Bailey. Victoire de Bailey. Ça m'a étonné. Après, quand j'ai vu l'après-match, j'ai un peu compris. La seule chose que je peux quand même signaler, c'est que je trouve, c'est mon avis en tout cas, je trouve que la victoire a été quand même vachement expéditive, hein. On parle quand même d'une meuf, Zelina Vega, qui a livré un énorme combat à Money in the Bank. On parle d'une ancienne challengeuse numéro 1 pour le titre. Et j'ai l'impression que la meuf, eh ben, moi je la trouve assez pas du tout mise en avant. Enfin, elle n'est pas suffisamment mise en avant. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant. Je trouve qu'elle manque de quelque chose. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas du tout apprécié l'état d'esprit et je sais pas. Moi, je suis très perplexe dans ce qui a été proposé. Alors après, peut-être que certains me diront, oui, mais tu comprends, c'est pas grave, etc. Moi, je suis quand même globalement déçu du match parce qu'il n'a pas apporté grand-chose ce match. Franchement, ce match ne m'a pas donné plus envie que ça. L'après-match, par contre, a été intéressante. On voit une vidéo de Chotzi qui est en train de parler notamment de ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines. Alors après, il a été expliqué que Chotzi aurait fait ça aussi parce que sa sœur, je crois, a un cancer et elle souhaitait donc être solidaire avec elle en se rasant la tête. Donc, bon, c'est un beau geste en tout cas. Donc, en plus, ça peut en faire une belle storyline, donc on va quand même pas cracher dessus. Euh, Après, moi, je suis perplexe. Enfin, perplexe dans le sens curieux. Qu'est-ce que ce rasage de tête va apporter à ce qui va se passer entre Bailey et Io Sky? A priori, Chotzi va affronter Bailey. Donc, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très curieux. Je me dis, est-ce qu'on va avoir une Chotzi beaucoup plus dark, beaucoup plus violente? Alors, je vais revenir notamment avec Jey Uso par la suite, donc je garde mon argument sur ça. Mais après, j'attends de voir. Mais c'est peut-être la première fois qu'on voit une Chotzi marquée. Donc on va voir ça et on va voir comment ça se passe pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc Jey Uso qui était là. Jey Uso qui a expliqué un petit peu ce qui s'est passé avec Jimmy. On a la confirmation d'ailleurs que Jimmy est blessé et qu'il ne reviendra pas avant très longtemps. Alors, storyline en parlant, bien évidemment. Donc, Roman Reigns et Jey Uso feront face. D'ailleurs, Paul Heyman est venu à ce moment-là. Il y a eu un super kick de Jey Uso sur Paul Heyman. Alors, tout le monde essaye. Alors, je vais revenir sur 2 points particuliers par rapport à ça. C'est les 2 points d'ancrage de cette storyline. La première, c'est... la première chose que j'ai envie de dire, c'est le... Comment je vais dire ça? C'est le comportement de Paul Heyman, les arguments de Paul Heyman. C'est-à-dire que l'argument de Paul Heyman, il ne me convient pas du tout. Alors pourquoi il ne me convient pas? Je vais vous expliquer pourquoi. Jey Uso, il dit que le principal coupable dans cette histoire, c'est Jey Uso. Et que si Jimmy Uso, au final,
c'est tout simplement, c'est de ta faute si t'es passé comme ça, parce que t'as pas voulu faire ce qu'on vous demandait, etc., etc. Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est que non. Et là, je me suis dit non. Le coupable idéal, pour ainsi dire, c'est Jimmy. Celui qui a tout déclenché, celui qui a fait tout exploser, c'est Jimmy Uso. C'est pas Jey Uso. Jey Uso a été le deuxième à séparer. Mais en réalité, c'est Jimmy Uso qui a tout commencé. À la limite, Paul Heyman aurait dit, tu n'as pas su convaincre ton frère de revenir sur la bonne base. Et en plus de ça, ça colle pas non plus, parce que souvenez-vous, Jimmy était avec Roman, et Roman d'ailleurs a frappé et a mis KO Jimmy Uso. Et Jay, à ce moment-là, n'est pas intervenu. Il n'est pas intervenu. Donc, et juste après, donc il met le super kick à Roman, mais c'est Jimmy qui lance tout. Donc, quand tu dis c'est de ta faute si ton frère est à l'hôpital, non. Il aurait simplement dû dire c'est de votre faute et c'est de la faute de Jimmy parce que Jimmy a tout bonnement n'a pas voulu rentrer dans le chemin. Il n'a pas compris certaines choses. Pourquoi Jay, au final, Jay est le premier à avoir reconnu dans cette... Oh, j'enlève Paul Heyman. Hein. Jay a été le premier à avoir reconnu Roman Reigns. Donc comment il peut dire ça? Enfin moi je trouve ça aberrant en fait. Il n'y a pas de logique dans cet épisode dans le sens il y a ça. Et puis la deuxième chose, alors ça par contre c'est plutôt... Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je suis... certes bon, Jey Uso va affronter Roman Reigns au titre, pour le titre Undisputed, enfin, le titre incontesté de la WWE, le WWE Undisputed, on va dire Championship. Et il y a des gens qui veulent donc que Roman remporte ce titre, Roman perde cette ceinture et que Jay la récupère. Je vais être tout à fait transparent avec vous. Je veux pas que Jay soit champion. Alors je sais que certains vont me dire ah ouais non mais voilà tout de suite tu veux que Roman non. Aujourd'hui la storyline est plutôt intéressante. On raconte beaucoup de choses avec Roman, avec Jay. Les Usos racontent beaucoup de choses. On est en train de vivre l'évolution 2004 version alors 2005 vers 2005-2006, enfin l'évolution 2003-2004 qui a lieu notamment, est-ce qui s'est passé notamment à là. Donc on est en train de revivre exactement la même chose. Je ne serais pas étonné que Jay et Jimmy, donc voilà, et au final, il va sans doute y avoir quelque chose qui va avoir lieu. Jey Uso pourrait être le Batista de l'évolution. C'est-à-dire que, souvenez-vous, Randy Orton a été le premier à se faire dégager parce que finalement Triple H ne supportait pas que Randy Orton récupère cette ceinture, mais il avait récupéré cette ceinture. Mais par la suite, on le sait, il y a eu notamment Batista qui a vraiment tout fait exploser à l'évolution quand il remporte le Royal Rumble et qu'il décide de défier Hunter, à WrestleMania 20. Donc, à partir du moment où j'ai dit tout ça, à partir du moment où j'ai mis en place tout ça, ou 21, c'est 20, ouais 20, corrigez-moi si je me trompe. Oh putain, j'ai un trou de mémoire. WrestleMania 21. 21, non? C'est pas l'avènement de John Cena et de Batista. C'est peut-être 21. Ouais. 2004. Oui, non, je suis con. Il remporte le titre en 2004, Randy Orton. Donc 2005, pardon. Voilà, je sais en commentaire, les gens vont dire mais c'est 2005, voyons. Oui, voilà, c'est 2005, en effet. Parce que 2004, c'est Chris Benoit. Oui, voilà, c'est bon. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc Batista, à ce moment-là, eh bien, est une star montante. Il est le petit jeune qui va exploser par la suite. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisqu'il remporte la ceinture, la garde jusqu'à 2005 et la conserve jusqu'à décembre 2005 où il perd la ceinture pour blessure. Il revient par la suite, il reprend la ceinture à un moment donné. Bon, bref. Il se passe que, eh bien, Jay, dans cette histoire, déjà, on va lui, voilà, admettons, vous lui donnez la ceinture. Qu'est-ce que vous allez raconter par la suite? Vous avez cette potentielle comme quoi Solo Sikoa va affronter Jey Uso. Et vous avez aussi peut-être Jimmy qui va affronter Jey Uso, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. En fait, le problème des ceintures, et je l'ai déjà expliqué 20 fois, et notamment les ceintures suprêmes, c'est que c'est beau quand quelqu'un remporte la ceinture. Liv Morgan, tout ça. Le problème dans cette histoire, c'est que si jamais Jey Uso ne remportait cette ceinture,
eh bien, il faut continuer à faire mettre en place les choses. Roman le fait. On a des lutteurs qui ont. Gunther le fait à sa manière. Euh, mais Kevin Owens et Sami Zayn le font à leur manière. Je suis pas certain que Jey Uso en est capable. Alors après, j'attends juste être surpris. Mais c'est surtout la Bloodline, la story de Bloodline Civil War qui permet à Jey Uso d'avoir de la crédibilité. Et la semaine prochaine, il y a un face-à-face entre Reigns et Uso, enfin Jey et Roman. J'ai envie de dire, ouais, et on va raconter des choses. Mais par la suite, quand CJ remporte la ceinture, je serai perplexe. Voilà. Bon, victoire de Santos Escobar dans le Fatal 4-Way. Alors, moi, je comprends pas un truc. C'est, on m'a expliqué que donc Grayson allait être une vraie star montante par la suite. Et il prend quand même les deux tombées de suite. Hein. Il prend le tombé de Edge, c'est un peu normal. Mais Grayson Waller qui reçoit le tombé de Santos Escobar, ça m'a quand même un peu étonné. Pourquoi pas Butch? Pourquoi? Et surtout, pourquoi pas AJ? Surtout qu'il y a un moment donné, il se passe que en fin de match, on voit Karrion Kross qui applique une soumission sur Karl Anderson. Et à ce moment-là, AJ va les aider. Moi, je me dis, pourquoi à ce moment-là, tu vois pas, à un moment donné, tu n'as pas ce même spot que vous voyez, avec juste Grayson Waller qui intervient et qui finalement permet quelque chose. Santos Escobar en profiterait. Pourquoi c'est pas le cas? Ça aurait été largement suffisant. AJ peut prendre le tombé. C'est pas grave. La semaine prochaine, tu as Rey Mysterio, tu as Cameron Grimes, tu as Sheamus, un peu plus de vétérans, et tu as Rey Mysterio et tu as LA Knight. Mais faites que Rey Mysterio prenne le tombé. Vous croyez réellement que Rey Mysterio, s'il prend le tombé, ça va changer quelque chose? Mettez pas en exsangue ou en porte-à-faux des jeunes comme Grayson, ça fait quand même le deuxième match qu'il fait, ça fait 2 défaites consécutives. Et en plus de ça, il prend 2 fois le tombé. C'est compliqué, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a eu donc par la suite, eh bien, alors LA Knight qui est venu. Alors LA Knight qui te fait comprendre littéralement que LA Knight va sans doute remporter ce droit. Ça voudra dire certainement qu'on aura un LA Knight contre Santos Escobar. Alors je suis un peu déçu, je dis la vérité. Moi je m'attendais réellement à autre chose. Parce que Grayson Waller, LA Knight, ça aurait été pas mal. Là on se retrouve hélas sur un Santos Escobar, LA Knight. Ouais. Après, je peux me tromper, ça se trouve LA Knight va pas être champion et ça sera peut-être Cameron Grimes qui va l'avoir. Oui d'ailleurs pour info, Cameron Grimes qui a réapparu par magie d'ailleurs. Ça aussi, c'est un peu étonnant. Et par la suite, on a eu donc Asuka qui a fait face à Bianca Belair. Match très rapide. Franchement, le match était très rapide. Bon, on s'attendait quand même au fait que Bianca n'allait pas réussir à la prendre. Clairement, ça allait être une réalité. D'ailleurs, bravo quand même de prendre le pied de Bailey qui prend même le pied de Charlotte dans la tronche. J'espère qu'elle s'est lavé les pieds parce que putain, sinon ça doit être très sale au demeurant. Mais concrètement, après, par la suite, il y a quand même ce coup de pied, ce spear de Charlotte sur Bianca. Après, il y a ce qui se passe. Bon, ouais. Après, il faut que Io Sky arrête de vouloir. Alors, ça aussi, je vais parler d'un autre détail après. Io Sky qui veut tout simplement cacher la mallette. Il faut qu'elle arrête de cacher la mallette pour un oui ou pour un non. On a bien compris qu'elle était Miss Money in the Bank. Elle n'a pas besoin de le faire 25 fois, en fait. Voilà, elle n'a pas besoin de le faire 25 fois. Ou en plus, c'est pas du tout pertinent. Voilà. Après, pour ce qui s'agit. Alors, juste, je vais revenir sur ce qui s'est passé. Donc, pendant le match, Bailey et Io Sky sont arrivés avec des billets pour tous. Enfin, Charlotte Flair par la suite, sont arrivés avec des billets pour un petit peu montrer telle ou telle chose. Je vais être tout à fait transparent avec vous, les amis. Tout simplement. Putain, je vous ai pas montré les images. Oh, je suis honteux. Euh, je vais tout à fait honnête avec vous, je comprends pas. En fait, on a donc les deux lutteuses qui. Alors, on a Adam Pearce qui a essayé d'expliquer à Asuka et Bianca Belair ce qu'elle devait faire. Et par la suite, Charlotte et Bailey, donc Io Sky aussi, réapparaissent par l'opération du bon vieux du Saint-Esprit. Moi, j'ai un problème. Je vais juste vous imaginer.
Pourquoi j'ai un problème? Parce que Charlotte était en coulisses et à un moment donné, elle veut partir, mais elle dit après, finalement, je vais peut-être rester. Donc ça veut dire que t'es là. Pourquoi t'as besoin d'un billet? Pourquoi t'as besoin d'un billet? Alors, est-ce que Charlotte Flair est bannie des abords du ring? J'ai pas entendu. Alors peut-être, franchement, on va être transparent. On va vraiment regarder dans les derniers épisodes de SmackDown, est-ce qu'il y a eu un ban ringside? Si c'était le cas, là, je me trompe. D'accord? Alors, on va regarder. Donc, on a tout ça. Alors, on a Grayson Waller Effect, Azuka qui fait son entrée, nanana, Polyman qui invoque, Azuka. Là, vous voyez pas Adam Pearce dire quelque chose. Adam Pearce ne dit rien. On va aller plus loin encore. C'est pas grave. On va aller plus loin encore. 30 juin. Donc, on a donc le titre Undisputed, machin, ça va Money in the Bank. Bailey qui met sa place en jeu. Voilà. LA Knight, Bianca Belair après. Réprimande des attaques qui réussit même à prendre le dessus. Bianca Belair qui met un KO10 à Asuka et à Charlotte Flair. À aucun moment, il est précisé. Alors, je vais quand même taper Adam Pearce, on sait jamais. Alors, attendez. Ça va être le 7 juillet, puisqu'il y a eu un KO10 qui a été Adam. Il n'y a même pas. Il n'y a même pas de mot Adam. Donc, la question que je me pose. On va taper Adam banni. Ban. Adam Pearce ban. Banné. Bon, on sait jamais, hein. J'ai rien. Donc ça veut dire que rien n'empêchait Charlotte, à part le bon esprit, de faire en sorte que Charlotte, Io Sky et Bailey soient présents aux abords du ring. Il n'y a rien. Donc là, je me pose une question. Pourquoi cette espèce de cérémonie, enfin de cette plaisanterie sur ça? Je comprends pas. Donc voilà. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, on va terminer bien sûr avec le bilan. Et le bilan est quand même positif, hein. Alors, j'ai chipoté pas mal de fois sur pas mal d'aspects, mais je dois avouer que je suis quand même globalement content de la prestation. Alors oui, le Fatal 4-Way aurait pu être mieux, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même pas mal. Le segment de Jey Uso est très bon. Le segment de début est pas mal. Le match entre Asuka et Bianca Belair avec la suite est plutôt bon. Je suis très intrigué par rapport à Chotzi. Donc ça fait quand même pas mal de petites choses par-ci par-là qui va nous donner envie d'en savoir plus. En tout cas, c'est quand même assez rare pour être souligné. Je suis content. Je suis super content de ce qui s'est passé. Et on peut être très content de ce qui se passe. Voilà. Bon, voilà ce qu'il en est. On va s'arrêter là. Vous allez bien sûr à me dire ce que vous avez pensé, bien sûr, de ce show. Dites-moi si vous avez aimé, pas aimé en commentaire. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et c'est mon Nemo. Par que j'ai dit. Ciao tout le monde.